Imagine un guerrier légendaire, un stratège dont la maîtrise du sabre et de l'esprit a traversé les siècles. Miyamoto Musashi, invincible dans plus de 60 duels à mort, où chaque combat se jouait en un seul instant décisif. Un seul coup, une seule lame mal placée. Et c'était la fin. Face à des adversaires prêts à tout, Musashi sortait toujours vainqueur, non pas grâce à la force brute, mais à une compréhension profonde de la stratégie et de la psychologie. Mais Musashi n'était pas qu'un bretteur. Derrière chaque coup se cachait une sagesse aiguisée par l'expérience et des principes intemporels sur la discipline, la stratégie et l'art de vivre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 6 leçons puissantes tirées de la vie et de la philosophie de ce maître incontesté. Que tu cherches à dominer tes peurs, à renforcer ta résilience ou à affiner ton esprit face aux défis, ces enseignements te guideront vers une transformation intérieure. Ne quitte pas cette vidéo, car ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait bien changer ta vision du monde et la manière dont tu mènes ta vie. Prépare-toi à t'immerger dans l'héritage d'un homme qui a fait de chaque instant une question de vie ou de mort, et à découvrir comment appliquer cette intensité à ton propre chemin. Aujourd'hui, nous allons parler de la règle suivante: ne jamais être attristé par une séparation. C'est une règle très importante et difficile à suivre, car elle traite de l'attachement. Nous pouvons donner plus de contexte à cette règle en examinant la vie de Miyamoto Musashi. Musashi était un ronin, ce qui signifie un samouraï sans maître, dont le but principal était de devenir le meilleur épéiste possible et d'atteindre l'illumination par la voie de l'épée. Dans sa quête, il était un ronin errant, ce qui signifie qu'il voyageait à travers le pays pour s'entraîner, pratiquer et affronter les meilleurs épéistes du pays, afin de devenir le meilleur possible. Dans son livre, le livre des 5 anneaux, Musashi parle de la voie et de la loyauté envers sa propre voie. Dans ce voyage, il a fait de nombreuses connaissances, mais il a probablement réalisé que l'attachement à ces personnes, objets ou villes pourrait le détourner de sa voie en l'incitant à s'installer quelque part. Il a donc donné la priorité à sa voie, à son objectif, par-dessus tout, ce qui est la raison pour laquelle il est devenu un ronin légendaire. L'attachement est un sujet majeur dans de nombreuses religions et philosophies, dont beaucoup s'accordent à dire que l'attachement peut rendre les gens malheureux, vulnérables et faibles. L'attachement joue un rôle majeur en particulier dans le bouddhisme, ce qui a du sens car Musashi est considéré comme un bouddhiste zen. Je pense que l'idée de l'attachement est très puissante, car lorsque nous sommes attachés à des personnes ou à des choses, nous externalisons notre bonheur et notre bien-être à quelque chose d'extérieur, qui n'est pas sous notre contrôle. Non seulement cela n'est pas sous notre contrôle, mais nous pouvons également avoir peur de le perdre. Ainsi, même si l'on atteint ce que l'on désire, que ce soit un partenaire significatif, de l'argent ou le succès en affaires, la peur de le perdre peut être paralysante. Il y a une excellente citation du film Fight Club que j'aime beaucoup. « Les choses que tu possèdes finissent par te posséder ». Cela peut aller jusqu'au point où l'attachement à quelqu'un ou à quelque chose devient le centre de la vie d'une personne. Je ne dis pas de quitter sa famille, de rompre avec un partenaire significatif et de devenir minimaliste. Je pense seulement qu'il est important de réaliser que ces choses font partie de nos vies, mais qu'elles ne devraient pas en être le centre. Par exemple, dans le monde des médias sociaux d'aujourd'hui, de nombreuses personnes vivent au-dessus de leurs moyens simplement pour impressionner quelques personnes sur Internet et pour se vanter. Cet attachement à ce mode de vie, à cette image et à ces personnes, pourrait en réalité les empêcher de poursuivre ce qui les rend vraiment heureux, et la perte de ces choses pourrait même être émotionnellement dévastatrice pour ces personnes. Un autre exemple pourrait être de s'éloigner d'un environnement toxique, que ce soit au sein de la famille, des amis ou d'une relation amoureuse. Je connais des gens qui restent dans des relations toxiques, même s'ils savent que ce n'est pas bon pour eux, que ce soit pour leur bien-être, leur bonheur ou leur santé, simplement parce qu'ils s'y sont habitués. La séparation peut être difficile au début, et je sais par expérience que c'est très difficile. Ces dernières années, j'ai entrepris de supprimer toute négativité de ma vie, et souvent, la négativité prend la forme de personnes. J'ai réalisé que certaines personnes dans mon environnement étaient très négatives et essayaient de me tirer vers le bas. Une fois que j'ai compris cela et que je me suis éloigné de ces personnes,
ma vie s'est considérablement améliorée. Maintenant, les seules personnes que j'autorise dans ma vie sont celles qui me soutiennent dans mon parcours et ma voie. Parfois, dire oui à des relations toxiques signifie dire non à votre propre voie. Peu importe ce que représente votre voie, que ce soit le bonheur, la création d'une famille ou la gestion d'une entreprise, il n'y a aucune raison d'avoir des personnes dans votre environnement qui souhaitent votre échec et vous entravent dans la réalisation de vos objectifs. La vie est déjà assez difficile en soi. Nous n'avons pas besoin que les autres la rendent encore plus difficile. Avec l'attachement vient également l'idée de possession et de propriété, et de nombreuses philosophies partagent l'idée commune que nous ne possédons réellement rien dans ce monde. Par exemple, je ne possède pas ma famille, mes amis, ni mon partenaire. La seule chose que j'ai, c'est leur confiance, et ils ne sont pas obligés de me rendre cette confiance ou d'être loyaux envers moi. Ce sont des êtres humains libres, et ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. La seule chose que je possède, c'est ma volonté libre, mes choix et mes actions. Lorsque je me sépare de certaines personnes, j'ai le choix de me complaire dans la situation, ou de poursuivre mes objectifs et de suivre ma voie. C'est un exemple de la manière dont j'ai appliqué la règle de Miyamoto Musashi dans ma vie, et je pense que cela peut se résumer ainsi. Ne laissez pas l'attachement vous empêcher de suivre votre voie. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord, ou pensez-vous que c'est totalement absurde? Merci de me faire part de vos commentaires. Musashi, une figure vénérée dans les annales des arts martiaux, n'était pas seulement un guerrier de l'épée, mais aussi de l'esprit. Alors que ses duels et batailles sont légendaires, il est essentiel de comprendre que ce n'était pas simplement sa puissance physique qui le distinguait, mais plutôt son aptitude inégalée à penser clairement sous pression, faisant de chaque coup une action délibérée et chaque défense un mouvement calculé. Le cœur battant du Japon ancien était ressenti de manière très résonante dans le choc des lames et les moments calmes qui les précédaient. Au milieu de cet orchestre de chaos et de calme, Musashi se distinguait non seulement par sa capacité à vaincre ses adversaires, mais aussi par sa manière d'aborder le combat. À sa base se trouvait l'idée que la clarté mentale n'était pas seulement un avantage, mais une nécessité. Comme le monde allait plus tard le découvrir à travers ses écrits, Musashi croyait que l'esprit devait être dégagé, libre de distraction et toujours dans le moment présent. Cela lui permettait de percevoir des détails minuscules, d'anticiper les mouvements de son adversaire et d'agir avec précision lorsque les lames se croisaient. Ce n'était pas simplement du métal rencontrant du métal, c'était un concours de clarté contre la confusion. Il est facile de romantiser l'ère des samouraïs et les duels qui se déroulaient sous les cerisiers en fleurs, mais au cœur de cette imagerie romantique se trouvait une réalité brutale, où une vie pouvait prendre fin en un instant. Ici, l'accent de Musashi sur la pensée claire n'était pas simplement une réflexion philosophique, c'était un mécanisme de survie. Dans chaque duel, sa vie était en jeu, et c'était autant sa vivacité mentale que son habileté au maniement de l'épée qui le maintenait en vie. En plongeant plus profondément dans les enseignements de Musashi sur la clarté, rappelez-vous de cette vérité fondamentale. Pour Musashi, le combat n'était pas simplement une confrontation physique, c'était une danse des esprits, et dans cette danse, seul l'esprit le plus clair et le plus concentré émergerait victorieux. Au milieu du rugissement des épées qui s'entrechoquent et de l'air rempli de tension d'un duel, Musashi maîtrisait un principe inestimable, la simplicité. Cela peut sembler contre-intuitif, compte tenu de la chorégraphie complexe des mouvements martiaux. Cependant, pour Musashi, débarrasser le champ de bataille n'était pas simplement une question d'espace physique, c'était le reflet de son état mental. Alors que nous imaginons souvent un champ de bataille comme chaotique, avec d'innombrables variables, des adversaires imprévisibles et des dynamiques changeantes, aux yeux de Musashi, un champ de bataille encombré était le résultat direct d'un esprit encombré. En éliminant les distractions inutiles et en se concentrant uniquement sur l'essentiel, Musashi transformait ces vastes arènes en scènes gérables où il pouvait briller. Cette idée de simplification s'étendait à ses techniques de combat. Musashi n'était jamais partisan de mouvements spectaculaires ou de fioritures inutiles. Il se concentrait plutôt sur les principes fondamentaux de son style de combat, affinant chaque mouvement dans sa forme la plus efficace. En distillant ces techniques à leur essence, il s'assurait que chaque geste avait un but
Chaque coup était calculé et il n'y avait pas d'énergie gaspillée. Mais comment le principe de simplification de Musashi peut-il s'appliquer à nous aujourd'hui? Considérez les distractions auxquelles nous faisons face quotidiennement, le déluge de notifications, l'afflux constant d'informations et les listes de tâches sans fin. Comme Musashi, nous devons apprendre à couper à travers le bruit, en nous concentrant uniquement sur ce qui compte vraiment. Que ce soit dans nos vies professionnelles ou dans nos poursuites personnelles, la capacité de simplifier, de prioriser et d'agir avec une intention délibérée est cruciale. En essence, Musashi nous enseigne que la clarté de la pure pause provient de la simplification de notre approche. En réduisant les variables et en rationalisant nos actions, nous pouvons naviguer dans les complexités de la vie moderne avec la même précision et efficacité que Musashi sur les champs de bataille anciens du Japon. Faites confiance à votre intuition. Au milieu d'un duel, il n'y a pas de temps pour la contemplation ou les hésitations. La plus brève hésitation peut signifier la défaite. Miyamoto Musashi, ayant affronté de nombreux adversaires au cours de sa vie, le savait trop bien. Son remède, une intuition profondément ancrée, affûtée par une pratique implacable et une dévotion inébranlable. Pour Musashi, l'intuition n'était pas une puissance mystique ou innée avec laquelle il était né. C'était plutôt une compétence méticuleusement cultivée au fil du temps. Chaque séance d'entraînement, chaque duel, chaque observation du combat des autres était une occasion de perfectionner cet instinct. Ces routines d'entraînement ne concernaient pas seulement la puissance physique, mais aussi l'inculcation d'un sens de l'intuition sur quand frapper, quand se défendre et quand manœuvrer. Cela ne signifie pas que Musashi n'agissait pas de manière précipitée ou sans réflexion. Au contraire, il avait une compréhension profonde de la stratégie et de la technique. Cependant, il reconnaissait que dans des situations à enjeux élevés, on n'a pas toujours le luxe du temps. C'est dans ces moments que l'intuition, construite sur une base de connaissances et d'expérience, devient primordiale. Les batailles de Musashi exigeaient souvent des décisions en une fraction de seconde, où un changement soudain dans la posture d'un adversaire ou un éclat de lumière sur une lame pouvait signaler une attaque imminente. En s'appuyant sur ses instincts bien aiguisés, il pouvait agir rapidement, transformant les menaces potentielles en opportunités. Alors, comment pouvons-nous, dans le monde d'aujourd'hui, tirer cette leçon de Musashi? Cela commence par comprendre que l'intuition ne consiste pas à rejeter la logique ou la raison. Au contraire, il s'agit de trouver un équilibre. Nous devons nous consacrer à nos métiers ou professions choisies, nous immerger dans l'apprentissage et surtout, appliquer nos connaissances de manière répétée jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. Dans un monde inondé de données et d'informations, faire confiance à son instinct peut sembler archaïque, mais les leçons de Musashi nous rappellent que face à un déluge de choix, parfois notre intuition, façonnée par nos expériences et connaissances, peut nous guider vers la bonne décision avec une précision inégalée. Ancrez-vous dans le présent. Chaque duel, chaque rencontre exigeait sa présence absolue, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Ce n'était pas simplement une tactique, c'était une philosophie qu'il vivait. Le passé, avec ses entrelacs de regrets, peut souvent projeter de longues ombres obscurcissant le jugement et affectant les décisions actuelles. De même, l'incertitude du futur avec ses myriades de possibilités peut susciter de l'anxiété et de l'appréhension. Musashi comprenait que ces sont des distractions qui pourraient diminuer la capacité d'agir de manière décisive. C'est pourquoi il soulignait l'importance de s'enraciner dans le moment présent. L'immersion de Musashi dans le présent n'était pas simplement un sous-produit de son style de vie de combattant, c'était une pratique intentionnelle, faisant écho au principe du bouddhisme zen qui mettait l'accent sur la pleine conscience et l'engagement total dans l'activité actuelle. En étant entièrement dans le moment, Musashi pouvait percevoir des changements subtils dans la posture de son adversaire, détecter des vulnérabilités et répondre avec un timing impeccable. Mais comment appliquer un tel principe dans notre monde moderne, rapide et agité? La première étape est de reconnaître la valeur du présent. Cela signifie comprendre que le seul moment sur lequel nous avons vraiment un contrôle est celui qui se déroule en ce moment même. En dirigeant délibérément notre attention vers notre activité actuelle, que ce soit une tâche, une conversation ou même des loisirs, nous pouvons accroître notre productivité, améliorer nos relations et surtout, trouver la satisfaction. La focalisation de Musashi sur le moment présent nous enseigne une leçon fondamentale sur la vie. Bien que nous ne puissions pas changer le passé et que le futur reste incertain,
Embrasser l'instant présent avec ses défis et ses opportunités peut ouvrir la voie à la clarté, à la pure pause et à une action significative. Chercher à comprendre, pas seulement à connaître. Miyamoto Musashi n'était pas seulement un escrimeur, mais aussi un stratège et un philosophe. Sa philosophie transcendait au-delà de simples techniques, atteignant le domaine d'une compréhension véritable. Dans notre ère moderne, nous sommes souvent attirés dans le piège d'accumuler de vastes quantités d'informations sans vraiment les comprendre. L'approche de Musashi, bien ancrée dans le monde des arts martiaux, offre une leçon poignante pour notre ère saturée d'informations. Pour Musashi, savoir une technique d'épée ne suffisait pas. Il plongeait au cœur de chaque mouvement, en comprenant son essence et les circonstances où il serait le plus efficace. C'était cette profondeur de compréhension qui lui permettait de s'adapter, d'innover et d'employer des tactiques que ses adversaires n'anticipèrent pas. Par exemple, bien que tout guerrier compétent puisse apprendre les mouvements de la technique de l'épée Niten Nichiryu de Musashi, très peu pouvaient en comprendre l'esprit et la stratégie derrière son flux. Cette profondeur de compréhension distinguait Musashi des autres épéistes. Appliquer cela dans nos vies signifie aller au-delà de l'apprentissage mécanique ou de la connaissance superficielle. Il s'agit de questionner, de sonder et de plonger profondément dans les sujets pour en saisir les principes sous-jacents. Que ce soit dans le domaine académique, professionnel ou personnel, la véritable maîtrise vient de la compréhension du pourquoi et non seulement du comment. Considérez un musicien qui peut jouer des compositions complexes mais ressent la musique dans son âme, par rapport à quelqu'un qui joue les mêmes notes sans passion. La différence réside dans la compréhension profonde, et c'est cette leçon que Musashi nous offre. Chercher à comprendre plutôt qu'à simplement connaître, ou penser à un chef qui comprend l'essence de chaque ingrédient, pas seulement son goût. Comme Musashi, ces individus vont au-delà de la surface, touchant le cœur même de leur métier. En recherchant la compréhension plutôt que de simples connaissances, nous ouvrons des portes à la créativité, à l'innovation et à une expertise authentique. Comme l'a démontré Musashi, c'est cette profondeur qui mène à la maîtrise, nous permettant de nous démarquer et de faire des contributions significatives dans nos domaines choisis. Leçon 5. Adopter la solitude pour la réflexion. Au milieu du tumulte des cris de bataille, des épées qui s'entrechoquent et des pressions de la guerre, Miyamoto Musashi a trouvé un allié paradoxal, la solitude. Ce samouraï légendaire qui reste invaincu dans les duels se retirait fréquemment dans la solitude. Mais pourquoi? Pour lui, la solitude n'était pas une évasion mais une stratégie, un choix conscient pour forger un esprit clair. Notre monde contemporain est caractérisé par un bruit constant, des distractions numériques et un assaut incessant d'informations. Il est facile de se perdre dans la tourmente de l'ère numérique, où la solitude est souvent mal comprise comme la solitude ou l'isolement. Cependant, la vie de Musashi nous enseigne le contraire. Après ces duels remarquables, Musashi se retirait dans des endroits reculés, des grottes, des montagnes, des huttes isolées, où le silence régnait en maître. Ici, loin des distractions, il se livrait à une profonde réflexion, disséquant ses actions, décisions et stratégies. C'est dans ces moments d'isolement que ses idées les plus profondes ont vu le jour, culminant plus tard dans son traité légendaire, le livre des 5 anneaux. La solitude offrait à Musashi l'espace nécessaire pour réfléchir à ses expériences, en tirer des enseignements et cristalliser sa philosophie. Cela lui donnait la bande passante mentale pour distinguer l'essentiel de l'accessoire. Une telle réflexion, née de la solitude, affinait ses stratégies, les rendant d'une netteté inégalée. Pour nous, embrasser la solitude peut signifier se déconnecter des distractions numériques, faire de longues promenades sans nos téléphones ou consacrer du temps chaque jour à l'introspection. Dans ces moments calmes, notre esprit se débarrasse du superflu, nos pensées s'alignent et notre voix intérieure devient audible. Comme Musashi, nous pouvons utiliser la solitude comme un outil puissant pour affiner nos pensées, affûter notre concentration et perfectionner nos stratégies. Dans les mots de Musashi, il n'y a rien en dehors de vous-même qui puisse jamais vous permettre de devenir meilleur, plus fort, plus riche, plus rapide ou plus intelligent. Tout est en vous, tout existe, ne cherchez rien en dehors de vous-même. C'est dans l'embrassement de la solitude que nous commençons vraiment à comprendre et à puiser dans cette réserve intérieure illimitée, évitant la surcharge cognitive. Éviter la surcharge cognitive, la voie de Musashi dans un monde moderne.
À l'époque de Miyamoto Musashi, le monde était dépourvu du bourdonnement numérique constant, du flux écrasant d'informations en ligne et de l'attraction incessante des notifications des médias sociaux. Pourtant, même dans cette ère apparemment plus simple, le potentiel de surcharge cognitive existait, en particulier pour un guerrier naviguant dans les subtilités de la stratégie de combat et de la psychologie humaine. La brillance de Musashi n'était pas seulement dans son escrime inégalé, mais aussi dans sa capacité à maintenir une clarté mentale au milieu du chaos, évitant ainsi la surcharge cognitive. L'approche stratégique de Musashi était ancrée dans le minimalisme. Au lieu d'accumuler plusieurs armes, il se concentrait sur la maîtrise de la technique des deux épées. Cela reflète un principe vital pour le monde d'aujourd'hui, la profondeur plutôt que la largeur. Plutôt que d'essayer de jongler avec plusieurs tâches simultanément, plonger profondément dans une tâche à la fois assure la concentration et réduit les chances de fatigue mentale. De plus, l'insistance de Musashi sur la compréhension de son environnement, de son adversaire et de lui-même était cruciale pour éviter la paralysie de l'information. Il croyait en l'essence de la compréhension, pas seulement de la connaissance superficielle. Aujourd'hui, nous sommes souvent submergés par d'énormes quantités de données, mais nous manquons de profondeur de compréhension. La manière de Musashi nous rappelle de discerner l'essentiel du futile, nous exhortant à poursuivre la compréhension plutôt que l'accumulation d'informations. La méditation et l'introspection faisaient partie intégrante de la routine de Musashi. Des périodes de réflexion lui permettaient de traiter des expériences, de consolider son apprentissage et de libérer son esprit du superflu. À une époque où les notifications sans fin et les flux d'informations sont monnaie courante, la pratique de la pleine conscience, la prise de pause délibérée et les désintoxications numériques périodiques peuvent être notre bouclier contre la fatigue cognitive. Enfin, Musashi était un apprenant toute sa vie, mais il connaissait l'importance du discernement. Il assimilait les leçons qui résonnaient avec ses philosophies fondamentales et rejetait le reste. À une époque d'abondance d'informations, la capacité à trier l'information, à absorber ce qui est pertinent et à écarter le redondant est cruciale pour maintenir une clarté mentale. En essence, les stratégies de Musashi pour éviter la surcharge cognitive dans le monde volatile des duels de samouraïs ont des implications profondes pour nos vies modernes. Dans une ère où nos esprits sont assiégés par l'information, chercher l'inspiration chez Musashi pourrait être la clé pour naviguer dans le monde moderne, avec la même clarté, concentration et intention que ce samouraï légendaire exhibait sur le champ de bataille. Le rôle de l'environnement dans la conception de la clarté à travers le cadre dans lequel nous nous positionnons joue un rôle crucial dans le façonnement de nos pensées et actions. Musashi choisissait souvent des décors sereins pour ses sessions d'entraînement intensives et périodes de stratégie, que ce soit la grotte tranquille où il écrivit le livre des 5 anneaux ou les terrains paisibles où il s'entraînait. Ces environnements étaient dépourvus de distractions, permettant une concentration non diluée. Ils n'étaient pas simplement des lieux, mais des sélections intentionnelles pour cultiver une pensée claire. De tels paramètres permettaient à Musashi de se connecter plus profondément avec son moi intérieur, de perfectionner ses techniques et de forger des stratégies sans interférence. Dans notre monde contemporain, le choix de Musashi offre une leçon profonde. Les environnements que nous créons pour nous-mêmes, que ce soit un coin tranquille à la maison, un parc serein, ou même des espaces numériques, peuvent soit améliorer, soit entraver notre clarté de pensée. En concevant consciemment nos environnements, à l'instar de Musashi, nous pouvons favoriser un environnement propice à la concentration, à l'introspection et à l'innovation. Dompter les émotions. La maîtrise de Musashi sur la turbulence mentale des émotions, dans leur forme la plus brute, sont des moteurs puissants. Elles peuvent nous pousser à l'action, nous submerger de désespoir ou obscurcir notre jugement le plus clair. Pour un guerrier comme Musashi, la bataille n'était pas seulement contre les adversaires, mais aussi contre le tumulte des émotions internes. Pour lui, les émotions telles que la peur, la colère ou la présomption étaient comme des terrains traîtres sur un champ de bataille. Les reconnaître et les naviguer avec précision était la clé. L'une des plus grandes leçons de Musashi est de ne pas laisser les émotions primer sur la stratégie. Dans l'intensité d'un duel, un esprit stratégique clair faisait la différence entre la vie et la mort. Les émotions devaient servir le stratège, non l'obscurcir. Cette leçon a une valeur immense aujourd'hui, dans un monde où les décisions sont souvent prises sur des impulsions et les réactions sont amplifiées par les chambres d'écho numériques.
La philosophie de Musashi nous exhorte à faire une pause, à réfléchir et à ne pas laisser les émotions transitoires dicter nos actions. En maîtrisant nos émotions, tout comme Musashi, nous pouvons naviguer dans les batailles de la vie avec clarté, précision et sagesse. Routine et discipline. La clarté à travers la consistance au quotidien. Chaque jour, Musashi s'engageait dans des rituels qui aiguisaient à la fois son corps et son esprit. De la pratique de son escrime à l'aube à la méditation pendant les soirées tranquilles, chaque activité était un effort délibéré pour affiner ses compétences et sa compréhension. Ce n'étaient pas simplement des exercices physiques, mais des séances d'entraînement mental qui amélioraient sa concentration, sa patience et sa réflexion stratégique. De telles routines faisaient plus que préparer Musashi pour les duels, elles l'ancraient, fournissant une structure et gardant son esprit libre de désordre. En consacrant des moments spécifiques de la journée à l'entraînement, à la réflexion et au repos, Musashi assurait qu'il était toujours prêt mentalement. Cette discipline rigoureuse devenait sa seconde nature, lui permettant d'accéder à une réserve de clarté lorsqu'il était confronté à des défis imprévisibles. Dans le monde moderne d'aujourd'hui, où les distractions ne sont qu'à un clic de distance, l'engagement de Musashi envers la routine offre une leçon profonde. C'est un témoignage du pouvoir de la cohérence disciplinée pour percer le bruit et favoriser une pensée claire. Que ce soit en réservant du temps pour un travail approfondi, en pratiquant la pleine conscience ou en s'engageant dans une activité physique, cultiver des rituels quotidiens peut être un catalyseur pour une acuité mentale améliorée et une clarté. Dans nos vies modernes, Musashi, à travers sa vie et ses écrits, a fourni une feuille de route pour atteindre une clarté mentale inégalée. Ce principe, né de la chaleur des batailles et des moments de réflexion silencieuse, offre plus que des idées martiales. Ce sont des leçons de vie. Dans une ère où la confusion peut régner en maître, les enseignements de Musashi nous guident comme un phare, éclairant un chemin vers une pensée claire et des actions décisives. Que ce soit sur le champ de bataille ou lors de réunions, embrasser ces leçons assure que nos pensées restent non obscurcies, notre vision nette et nos actions intentionnelles, peu importe l'âge ou le défi. La sagesse de Musashi sur la pensée claire demeure un témoignage durable de la capacité de l'esprit humain à s'élever, à s'adapter et à conquérir. Le taoïsme, ou daoïsme, est une philosophie ancienne chinoise et une pratique spirituelle centrée sur le concept de Tao, qui se traduit par la voie ou le chemin. Il met l'accent sur la vie en harmonie avec le monde naturel et les principes qui le régissent. Les concepts clés du taoïsme incluent le Wu Wei, qui signifie l'inaction ou l'action sans effort, et le flux, l'état d'harmonie avec le Tao et l'ordre naturel de l'univers. Le taoïsme enseigne qu'en abandonnant notre besoin de contrôle et en embrassant le flux de la vie, nous pouvons atteindre un état d'équilibre, d'harmonie et de paix intérieure. Cette philosophie a influencé la culture chinoise, l'art et la médecine pendant plus de 2000 ans, et continue d'offrir des aperçus profonds sur la nature de l'existence et le chemin vers le contentement. La philosophie du flux, le flux de Musashi. Les principes de l'escrime de Musashi sont étroitement liés au concept de flux. Il croyait en un état d'esprit appelé Mushin, ou esprit vide, où l'esprit est libre de pensées de colère, de peur ou d'ego pendant le combat. Cet état d'esprit permet à un escrimeur de réagir de manière intuitive et spontanée au mouvement de l'adversaire, incarnant un flux naturel d'action et de réaction. De même, Musashi soulignait l'importance de la fluidité et du mouvement dans la stratégie, évitant les techniques rigides ou les plans préconçus. Au lieu de cela, il préconisait de s'adapter à la situation présente, tout comme l'eau qui se moule au contenant qu'elle remplit. Cette approche reflète la philosophie taoïste du flux, où l'on s'aligne avec l'ordre naturel de l'univers en répondant au monde avec flexibilité et adaptabilité. Le flux taoïste. Dans le taoïsme, le concept de flux est fondamental pour atteindre l'harmonie avec l'univers. Il s'agit de s'aligner avec le Tao, l'ordre naturel des choses, et de naviguer dans la vie avec facilité et grâce. Cela implique de pratiquer le Wu Wei, ou la non-action, qui ne signifie pas ne rien faire, mais plutôt agir en accord avec le flux naturel de l'univers. Il s'agit de lâcher prise sur la résistance, de se rendre au moment présent et de répondre aux situations avec spontanéité et intuition.
Cet état de flux nous permet de traverser la vie avec moins d'efforts et de lutte, car nous ne luttons plus contre le courant, mais le suivons plutôt. En embrassant les principes du Wu Wei et du flux, nous pouvons atteindre un état d'équilibre et d'harmonie à la fois en nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. L'intersection des philosophies de Musashi et du Wu Wei. Les similitudes entre les enseignements de Musashi et le principe taoïste du Wu Wei sont remarquablement frappantes. L'accent que Musashi met sur le Mushin, ou l'état de non-esprit, s'aligne étroitement avec le concept du Wu Wei, qui se traduit par non-action, ou action sans effort. Cela implique d'agir en harmonie avec le flux naturel des situations sans effort forcé ni résistance. Il s'agit d'être dans un état de vigilance détendu, de répondre au monde avec spontanéité et intuition, plutôt qu'avec des plans prémédités ou des efforts forcés. Le flux dans le combat et la vie. La philosophie du flux n'est pas seulement applicable dans le feu de la bataille, comme le décrit Musashi, mais elle est également cruciale pour naviguer dans les défis de la vie quotidienne. En combat, un guerrier doit s'adapter à des circonstances changeantes en prenant des décisions en une fraction de seconde, ce qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Les enseignements de Musashi mettent en avant l'importance d'être présent, adaptable et intuitif dans ces situations à enjeux élevés. De même, dans la vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des défis inattendus et devons prendre des décisions sur le vif, que ce soit pour gérer une crise professionnelle, entretenir des relations personnelles ou faire face aux tensions quotidiennes. La capacité à suivre le courant de la situation, plutôt que de lui résister, est essentielle pour maintenir l'équilibre et l'harmonie. En adoptant les principes taoïstes du Wu Wei et du flux dans notre vie quotidienne, nous pouvons répondre aux défis avec grâce et facilité, réduire le stress et améliorer notre bien-être global. En fin de compte, la philosophie du flux nous enseigne à traverser la vie avec aisance et grâce. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons expérimenter un sens renouvelé d'harmonie, de fluidité et de bien-être, tout en apprenant à danser avec le flux de la vie plutôt qu'à lutter contre lui. Tant Musashi que le taoïsme ont souligné l'importance de s'adapter aux circonstances plutôt que de les résister. Pratiquez la flexibilité dans votre approche des défis et soyez ouverts aux solutions alternatives. L'action sans effort. Adoptez le principe du Wu Wei en vous engageant dans des activités qui vous semblent naturelles et agréables. Lorsque vous alignez vos actions avec votre véritable nature, vous constaterez que les choses se déroulent avec moins d'efforts et de lutte. Lâchez prise du contrôle. Essayez de lâcher prise du besoin de contrôler chaque aspect de votre vie. Ayez confiance que les choses se dérouleront comme elles le doivent et concentrez-vous sur la réponse aux situations plutôt que d'essayer de les manipuler. Surmonter les obstacles. Adopter une mentalité de flux peut être incroyablement bénéfique pour surmonter les défis et mener une vie harmonieuse. Lorsque vous êtes confronté à des obstacles, au lieu de réagir avec frustration ou panique, abordez la situation avec un esprit calme et centré. Prenez un moment pour évaluer objectivement la situation, puis répondez avec des actions réfléchies et délibérées. En maintenant un état d'alerte détendu, vous pouvez naviguer les défis avec plus de facilité et d'efficacité. De plus, en abandonnant les attentes rigides et en étant ouvert à des solutions alternatives, vous pourriez découvrir que les obstacles peuvent être surmontés de manière inattendue. En fin de compte, adopter la philosophie du flux peut aider à transformer les défis en opportunités de croissance et de développement, conduisant à une vie plus harmonieuse et épanouissante. La rivière de la vie. Dans ce voyage pour comprendre les parallèles cachés entre la voie de l'épée de Musashi et la philosophie du flux du taoïsme, nous avons découvert des perles de sagesse qui s'étendent bien au-delà des textes anciens et des champs de bataille. Les enseignements de Musashi, maître épéiste, résonnent de manière frappante avec les principes taoïstes du Wu Wei et du flux, nous montrant que, indépendamment des différences culturelles et temporelles, les vérités fondamentales sur l'harmonisation avec l'univers restent constantes. La notion de flux n'est pas simplement un état d'esprit fugace, mais un mode de vie que Musashi et le taoïsme préconisent. Musashi a enseigné l'essence du flux à travers la pointe de son épée dans chaque mouvement. C'est une leçon sur l'équilibre entre la force et la reddition. De même, le taoïsme nous enseigne la force non forcée du Wu Wei, en s'alignant sur le cours naturel des événements pour obtenir les résultats les plus bénéfiques. Nos vies quotidiennes ne comportent peut-être pas des épées de samouraï ou des pratiques taoïstes anciennes,
mais elle nous offre d'innombrables occasions d'appliquer ces principes. De la manière dont nous nous adaptons aux défis à la manière dont nous accomplissons nos tâches quotidiennes, adopter un état d'esprit de flux nous équipe de la résilience et de la sagesse nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie. Nous sommes rappelés de lâcher prise de l'illusion du contrôle, d'être pleinement présents à chaque instant et de nous adapter sans effort aux circonstances en constante évolution que nous rencontrons. La rivière de la vie est pleine de virages, de hauts et de bas, mais elle continue de couler vers sa destination ultime. En adoptant une philosophie du flux inspirée des enseignements de Musashi et du taoïsme, nous pouvons devenir plus semblables à la rivière, en perpétuel changement, en perpétuel mouvement, tout en étant toujours dans un état d'harmonie naturelle. Cela nous permet non seulement de faire face aux défis de la vie, mais aussi de prospérer en leur sein, en atteignant un état d'équilibre, d'épanouissement et finalement, une vie bien vécue. Là où la société dicte les règles, ceux qui osent casser les codes tracent leur propre chemin. Dans le paysage en constante évolution d'aujourd'hui, où l'imprévisibilité est la seule constante, les enseignements de Musashi n'ont jamais été aussi pertinents. Le monde a peut-être évolué. Les batailles se déroulent désormais dans les salles de réunion plutôt que sur les rives sablonneuses, mais les principes de prévoyance stratégique et d'adaptabilité demeurent aussi cruciaux que jamais. À travers sa vie et sa sagesse, nous pouvons découvrir les secrets pour naviguer à travers nos propres défis, aussi insurmontables qu'ils puissent paraître. Ainsi, en plongeant dans le monde de Musashi, rappelez-vous que cela ne concerne pas seulement l'art du sabre, mais aussi l'art de surpasser, de rester 10 pas en avant et d'exploiter un génie qui transcende les époques. Bienvenue dans l'héritage de Miyamoto Musashi. Si les légendes naissent des épreuves, alors l'histoire de Miyamoto Musashi est un témoignage de cette vérité. Émergeant des ombres d'un Japon déchiré par les intrigues politiques et les factions en guerre, les premières années de Musashi étaient tout sauf ordinaires. Chaque aube apportait de nouveaux défis, et chaque coucher de soleil était témoin de son esprit implacable. Né à la fin du XVIe siècle, le parcours de Musashi s'est dessiné au milieu d'une époque tumultueuse. Orphelin dès son jeune âge, il n'a pas été élevé dans le confort d'une chaleur familiale, mais a été plutôt plongé dans un monde où la survie n'était pas garantie. C'est dans cette creusée d'épreuves que les graines de son génie stratégique ont été semées. Chaque escarmouche, chaque duel et chaque défaite lui ont enseigné des leçons inestimables. Au lieu de succomber au poids de ses défis, Musashi les a utilisés comme des marches vers la réussite. À chaque adversité, il affinait non seulement son art du sabre, mais aussi son approche face aux multiples défis de la vie. Il transformait les obstacles en opportunités, cherchant toujours l'avantage qui le distinguerait. Cette poursuite implacable ne l'a pas seulement fait devenir un maître du sabre, mais aussi un tacticien de la vie. Chaque chapitre de son voyage, riche en épreuves et triomphes, a contribué à l'édification du cadre de sa brillance stratégique. En explorant ces épisodes, nous découvrirons les moments cruciaux qui ont façonné Musashi en la figure légendaire qu'il est aujourd'hui. Pour beaucoup, un sabre peut sembler comme une arme à double tranchant, une extension du bras, un simple outil manié par son maître. Mais pour Musashi, le sabre était également un conduit de l'esprit, un instrument qui mettait en avant non seulement l'agilité physique, mais aussi l'acuité cérébrale. Miyamoto Musashi n'était pas seulement un prodige du sabre, il était un penseur, un philosophe du combat. Alors que d'innombrables guerriers s'entraînaient sans relâche pour perfectionner leur jeu d'épée, Musashi reconnaissait dès le début que la simple puissance physique ne le couronnerait pas. Ces batailles n'étaient pas seulement remportées sur le terrain de la dextérité, mais dans les labyrinthes complexes de la stratégie et de la prévoyance. Cette croyance était centrale à son art martial, tout en consacrant des heures à perfectionner ses techniques, veillant à ce que chaque coup soit précis et chaque parade soit sans faille. Il investissait un temps égal, voire plus, à aiguiser ses facultés mentales. Il étudiait ses adversaires, discernait des schémas et anticipait les mouvements avant même qu'ils ne soient faits. Les duels de Musashi commençaient souvent bien avant le premier coup. Il disséquait la psyché de ses adversaires, utilisant des tactiques pour déstabiliser, tromper et prédire. Sa philosophie était claire, la lame pouvait blesser, mais l'esprit pouvait conquérir. Dans le domaine du combat,
où la plupart mettaient l'accent sur la mémoire musculaire et le réflexe, Musashi prenait la synthèse de l'esprit et de la lame. Il nous enseigne que la véritable maîtrise émerge lorsque l'on peut fusionner de manière transparente le tangible avec l'intangible. Dans les annales de la littérature martiale, peu d'œuvres brillent aussi intensément que le Go-in no Sho ou le livre des 5 anneaux de Miyamoto Musashi. Bien plus qu'un simple manuel de combat, ce traité complexe rédigé dans les dernières années de la vie de Musashi sert de reflet à sa philosophie, son art et sa compréhension de la stratégie et de l'existence. En plongeant profondément dans l'essence du texte, on peut discerner qu'il est partitionné en 5 livres, représentant chacun un anneau ou un élément, la terre, l'eau, le feu, le vent et le vide. Chaque anneau ne plonge pas seulement dans les spécificités de l'escrime et du combat, mais traduit également des stratégies plus larges, des méthodologies et des façons de penser. Par exemple, l'anneau de la terre pose les bases, en discutant des principes de base des arts martiaux et du style propre à Musashi. Pendant ce temps, l'anneau de l'eau coule dans des concepts d'adaptabilité et de flexibilité, illustrant la nécessité d'être fluide dans son approche. Cependant, la brillance du livre des 5 anneaux réside dans son applicabilité au-delà du champ de bataille. Les idées de Musashi sur le timing, le rythme, la perception et la compréhension résonnent non seulement auprès des guerriers, mais aussi auprès des artistes, des entrepreneurs et des leaders. Il enseigne aux lecteurs à voir le tableau d'ensemble, à être adaptables, à comprendre leur environnement et surtout à se connaître eux-mêmes. En essence, le Go-in no Sho n'est pas seulement une question de vaincre un adversaire avec un sabre, mais de surmonter des défis, de comprendre les complexités de la vie. Et naviguer dans le monde avec un état d'esprit stratégique inflexible, il sert de témoignage du génie de Musashi, offrant une carte routière pour surpasser les défis, que ce soit dans le combat ou la vie quotidienne. La sagesse profonde de Miyamoto Musashi, expliquée à travers les 5 livres, se manifeste de manière convaincante dans la division de son œuvre majeure en 5 livres élémentaires. Chacun de ces éléments, loin d'être de simples chapitres, se dresse comme des piliers illuminant les divers aspects de la stratégie et de la vie. Ils représentent un mélange harmonieux de techniques physiques et de philosophie métaphysique, s'entrelaçant de manière transparente pour créer une carte holistique pour la pensée stratégique. La terre, enracinée dans les bases, est le pilier fondamental. Elle parle à l'essence du style de Musashi et fournit les principes fondamentaux des arts martiaux. Mais à un niveau plus profond, la terre symbolise l'ancrage dans des valeurs fondamentales, des principes et la compréhension du terrain ou de l'environnement dans lequel nous opérons. Elle souligne l'importance de construire une base solide avant de maîtriser des techniques avancées, une leçon pertinente non seulement dans le combat, mais dans tout effort. L'eau, flux et adaptabilité, comme la fluidité de l'eau qui ajuste son cours sans perdre son essence, le livre de l'eau met l'accent sur l'adaptabilité. Il enseigne au lecteur à être réactif aux circonstances changeantes, suggérant que la véritable maîtrise réside non pas dans des techniques rigides, mais dans la capacité à s'adapter et à couler, que ce soit en naviguant dans les courants des affaires, de l'art ou des relations personnelles. Les idées de Musashi sur l'eau nous rappellent la force et la flexibilité. Le feu, la passion et l'agressivité représentent la ferveur, l'énergie et les tactiques agressives dans le combat. Mais au-delà du champ de bataille, le feu symbolise la volonté, l'ambition et le désir brûlant d'atteindre ses objectifs. Musashi conseille sur la manière de canaliser cette énergie ardente de manière efficace, s'assurant qu'elle devienne un outil plutôt qu'une force destructrice. Le vent, les styles des autres. Alors que les premiers livres se concentrent sur les techniques et les philosophies de Musashi, le livre du vent propose une étude comparative explorant d'autres écoles et styles martiaux. Il souligne l'importance de comprendre les influences externes, les concurrents et l'environnement plus large. En termes modernes, il s'agit de la recherche de marché, de la compréhension des concurrents et de la position unique de soi-même. Le vide, le domaine au-delà de la technique peut-être le plus philosophique, parle de l'espace au-delà de la technique, de la stratégie et de la forme. C'est le domaine de l'intuition, d'être dans l'instant présent, de la maîtrise zen où la pensée consciente cesse et où l'action pure prend le relais. Musashi fait allusion à l'état de Mushin, ou non-pensée, où le stratège opère à partir d'un lieu de clarté intérieure profonde. En naviguant à travers ces terrains élémentaires tracés par Musashi,
il devient évident que sa sagesse transcende l'escrime. Il façonne un guide stratégique qui sert quiconque cherche à se frayer un chemin dans la vie, nous exhortant à équilibrer nos principes fondamentaux avec l'adaptabilité, la passion avec la compréhension et la technique avec l'intuition. Miyamoto Musashi, tout en étant renommé. La stratégie du sans-épée. Pour son art du sabre inégalé, souvent démontré avec un génie qui transcendait les limites d'une lame, l'une de ses stratégies les plus intrigantes était sa capacité à vaincre ses adversaires sans même dégainer son arme. Cette technique, plus mentale que physique, met l'accent sur l'art de la victoire au-delà du champ de bataille. Musashi croyait en la profonde compréhension de ses adversaires, de leurs forces, faiblesses, tendances et peurs. Cette profondeur de connaissance lui permettait d'anticiper les mouvements et les positions, surpassant souvent les adversaires avant même que la bataille ne commence réellement. Pour Musashi, le vrai combat se livrait dans l'esprit, l'épée ne servant que comme une extension de la pensée. La guerre psychologique, le pouvoir de la présence et de la réputation sont incommensurables. Souvent, le simple poids de la réputation de Musashi et sa posture stratégique déstabilisaient ses adversaires. En établissant la dominance par le comportement et les gestes calculés, il remportait souvent la bataille psychologique, rendant celle physique redondante. Le pouvoir de la perception, en projetant une image d'invincibilité, Musashi manipulait la perception de ceux qui l'entouraient. Il était habile à créer des scénarios où l'adversaire se sentait acculé ou dépassé, non pas par la menace d'une lame imminente, mais par l'ombre imminente de la défaite. Victoire et quiétude, au cœur de la stratégie du sans-épée de Musashi, se trouve le principe zen de la quiétude au milieu du chaos. En incarnant le calme et le centrage, il devenait une énigme pour ses adversaires. Sa quiétude servant à la fois de bouclier et d'arme. Dans un monde où l'action manifeste et les gestes bruyants sont souvent confondus avec la force, la stratégie du sans-épée de Musashi nous rappelle le pouvoir profond de la retenue, de l'anticipation et des batailles invisibles de l'esprit. C'est un témoignage que parfois, les armes les plus puissantes que nous manions sont intangibles, enfouies profondément dans notre psyché. Le Niten Ichi-ryu, art martial respectueux des traditions. Miyamoto Musashi Osa, innové avec sa technique du Niten Ichi-ryu. La méthode de combat à deux épées témoigne de son approche novatrice, à une époque où le combat à une seule épée était la norme. L'adoption audacieuse et ingénieuse par Musashi de l'usage de deux lames n'était pas simplement un spectacle, mais une réinvention calculée de la dynamique du combat des samouraïs. Synchronisation des mouvements. Le Niten Ichi-ryu ne se limite pas à manier deux épées. Il s'agit de les déplacer en harmonie, transformant la défense en attaque de manière fluide. Une lame part, l'autre frappe, une danse d'acier chorégraphiée au rythme du battement de cœur de Musashi, une domination psychologique. Faire face à un adversaire avec deux lames offrait un avantage psychologique immédiat. L'imprévisibilité de ces mouvements combinés à la dominance visuelle de deux armes déstabilisait souvent les adversaires, lui conférant un avantage immédiat au-delà des lames. Au-delà de la profondeur stratégique, le Niten Ichi-ryu ne se limitait pas simplement au combat physique. Il incarnait la philosophie de Musashi d'être constamment en avance, de rechercher des ouvertures et de tirer parti de chaque avantage. C'était une leçon d'adaptabilité, nous incitant à rompre avec la convention et à réinventer constamment nos stratégies, à embrasser le changement au lieu de nous conformer rigidement à une seule méthode. Musashi embrassa le changement, comprenant que dans un environnement constamment changeant, la polyvalence n'était pas simplement un atout, mais une nécessité. Apprenant de chaque rencontre, chaque adversaire apportait un nouveau style, une nouvelle technique. Et Musashi, avec ses talents d'observation aiguë, disséquait ces rencontres, absorbant ce qui était efficace et rejetant ce qui ne l'était pas. En agissant ainsi, il restait plusieurs coups en avance. Dans le monde moderne, dans un contexte où le changement est la seule constante, la capacité à s'adapter, à être fluide dans son approche, reflète l'état d'esprit de Musashi. Que ce soit dans les affaires, les entreprises personnelles ou face à des défis imprévus, l'adaptabilité reste la clé. La fluidité et la stratégie de Musashi nous enseignent une leçon profonde. Le succès ne vient pas de la résistance au changement, mais de son acceptation,
de l'adaptation et de la transformation des défis en marche vers le succès. Tout comme l'eau creuse son chemin à travers les rochers les plus difficiles, nous aussi pouvons façonner notre destin avec le pouvoir de l'adaptabilité de Miyamoto Musashi. Le chemin du solitaire. La maîtrise martiale laissée derrière soi par Musashi se trouve dans le Dokodo, une essence distillée de sa sagesse. Ce document vénéré n'est pas simplement une liste, mais un compagnon forgé à partir de ses expériences de vie. Alors que sa réputation de maître escrimeur est bien connue, le Dokodo transcende le champ de bataille. Il sert de guide pour naviguer dans les terrains complexes de la vie quotidienne, offrant clarté au milieu du chaos. Le Dokodo offre plus que de la sagesse martiale. De la compréhension de soi aux subtilités des attaches mondaines, les préceptes de Musashi offrent des aperçus inestimables. Ils nous incitent à être plus réfléchis et délibérés dans nos choix, mettant en avant le pouvoir de la stratégie, de l'observation et de la compréhension. Chaque défi devient un puzzle en attente d'être résolu. Des siècles se sont écoulés depuis que Musashi a rédigé ses préceptes, mais leur essence reste universellement pertinente. Que ce soit dans une bataille de conseils modernes ou des dilemmes personnels, la sagesse du Dokodo résonne. En l'embrassant, nous ne gagnons pas seulement la connaissance de 21 préceptes, nous héritons d'un état d'esprit, d'une façon de penser et d'être qui nous propulse à surpasser les défis de la vie, non pas avec la force brute, mais avec l'élégance de la stratégie et de la sagesse. Miyamoto Musashi, malgré sa légende équilibrée par la lame, n'était pas sans détracteurs. Il est essentiel de disséquer et de comprendre les critiques aux côtés des éloges pour avoir une image complète. Certains estimaient que ces méthodes étaient inorthodoxes, voire déshonorantes, tandis que d'autres estimaient que ces tactiques, surtout dans la guerre psychologique, frôlaient la tromperie. Certains soutiennent que les enseignements de Musashi sont trop rigides ou archaïques pour le monde dynamique d'aujourd'hui. Cependant, approfondir ces critiques offre des perspectives éclairantes. Les méthodes inorthodoxes de Musashi soulignaient un élément clé de la stratégie, l'élément de surprise. Ces tactiques dans la guerre psychologique n'étaient pas basées sur la tromperie, mais sur la compréhension de la psyché humaine, et bien que les contextes aient changé, bon nombre des principes stratégiques de Musashi restent pertinents s'ils sont adaptés de manière appropriée. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous la viviez sans peur. Je sais que nous sommes sur la bonne voie, les gars. Je veux promouvoir le guerrier moderne, les vertus de respect, d'humilité, de discipline et d'intrépidité qui, je pense, se perdent de plus en plus dans le monde rapide et superficiel des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Beaucoup de philosophies anciennes peuvent encore s'appliquer aujourd'hui et nous aider à devenir des guerriers modernes qui suivent leur voie, vivent selon ce qu'ils croient être juste et prennent soin de leur famille, de leurs affaires, d'eux-mêmes et des autres. Car chaque être humain est le maître de lui-même avant tout, et responsable de ne pas tomber dans le piège de gaspiller cette précieuse vie pour satisfaire les attentes de la société. C'est pourquoi Miyamoto Musashi résonne autant avec moi. Il était un ronin, pas un samouraï, ce qui signifie qu'il ne servait aucun maître, mais seulement sa voix. Et je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui abandonner leurs rêves, travailler dans des emplois qu'ils n'aiment pas pour se permettre un style de vie qu'ils ne veulent pas, mais tout cela pour impressionner leur famille, leurs amis et des gens qu'ils n'apprécient même pas. Et mes amis, c'est une recette pour être malheureux. La philosophie de Musashi sur la conquête de la peur, pour moi, consiste à avoir le courage de choisir sa voie, de suivre sa voie et de rester loyal à sa voie. Alors faisons-le, les gars. Et l'un des plus grands obstacles empêchant les gens de suivre leur voie est la peur. Il existe de nombreuses peurs. La peur du jugement, de l'échec, de sortir de sa zone de confort, et bien sûr, pour beaucoup d'entre nous, la plus grande, la mort. Aujourd'hui, je veux partager avec vous comment j'ai affronté mes peurs en utilisant la philosophie de Miyamoto Musashi. Il y a une citation de lui qui a été un véritable déclic pour moi. Pour gagner toute bataille, vous devez vous battre comme si vous étiez déjà mort. Cela s'aligne également avec la philosophie des stoïciens, comme Marc Aurèle, Memento Mori. Souviens-toi de ta mortalité, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Cette méditation sur la mort est la manière dont je l'applique. Ce que je fais chaque jour, c'est méditer sur ma mort, ce qui m'aide à vraiment mettre ma vie en perspective.
Bien que je ne sache pas quand je vais mourir, je sais une chose. Chaque seconde, chaque respiration, chaque pas me rapproche de la mort. D'une certaine manière, je ne me considère pas comme vivant, mais mourant, et cela change complètement la perspective. Les gars, demain n'est pas promis. La vie pourrait se terminer en un instant. Demandez aux familles qui ont perdu des êtres chers à cause d'accidents ou de maladies. Mais pourtant, beaucoup de gens vivent comme s'ils étaient immortels. Ils pensent qu'ils ont tout le temps du monde, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ne l'ont pas. Ce que je fais dans mes méditations, c'est de visualiser les façons dont je pourrais mourir aujourd'hui. Je me visualise enterré, je visualise mon corps en décomposition, je visualise toutes les choses que j'aimerais faire si j'avais une seconde chance dans la vie. Passer plus de temps avec les gens qui me sont proches, suivre mes rêves et ma passion avec toute l'énergie que j'ai, vivre selon ce que je crois être juste et ne pas me conformer à la société et à ses attentes, ne pas tout prendre trop au sérieux, y compris moi-même, et m'amuser en appréciant le voyage au lieu de me concentrer uniquement sur le but final, et en appréciant les choses que beaucoup d'entre nous prennent pour acquises, comme un bon repas ou une tasse de café. Je ne me plaindrai plus jamais des petites choses. Je ne me mettrai plus en colère quand quelqu'un me coupe la route dans la circulation, et je ne laisserai jamais la peur m'empêcher de vivre la vie comme je le veux. Mais que se passerait-il si j'avais une seconde chance? Et si cette seconde chance était maintenant? Quelle excuse ai-je pour ne pas agir maintenant et ne pas vivre la vie que je veux? La peur réside souvent dans le futur, rarement dans le moment présent. Une bonne façon de penser à cela est d'utiliser cette phrase que j'ai entendue une fois. La peur est un acronyme pour « fausse expectative apparaissant réelle ». Ce qui se passe généralement, c'est que les gens inventent des scénarios horrifiques dans leur esprit, basés sur rien de substantiel, les laissant dans un état de paralysie. Ce que j'aime faire, c'est confronter activement ce qui me met mal à l'aise. Par exemple, je n'étais pas à l'aise avec les hauteurs, alors ce que j'ai fait, c'est de confronter cette peur en faisant un saut en parachute tandem. J'ai eu des problèmes pour dormir la nuit avant. Je veux dire, je vais sauter d'un avion, que pouvez-vous attendre? Puis est venu le jour où je suis monté dans l'avion, nous avons volé à 4000 mètres d'altitude, et tout était plutôt calme en montant. Mais au moment où la porte s'est ouverte, il faisait froid, il y avait du bruit, et tout le monde a commencé à crier. C'est à ce moment-là, les gars, que vous réalisez que ça va se passer, littéralement. J'ai alors fait ces petits pas jusqu'à la porte, et j'ai regardé en bas, c'est 4000 mètres, c'est haut. Et j'ai juste pensé, tant pis, allons-y. Et avant que je ne m'en rende compte, j'étais déjà hors de l'avion, et il n'y avait rien, pas de peur, seulement de la pure joie. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les plus grandes récompenses se trouvent au-delà de la peur, et que la vie récompense ceux qui conquièrent leur peur. La croissance n'arrive que lorsque nous affrontons ce qui nous met mal à l'aise et que nous cherchons l'inconfort. Ce que j'aime faire, c'est m'exposer volontairement à l'inconfort jusqu'à ce que je m'y habitue. Par exemple, après mon premier saut en parachute, j'ai décidé de devenir parachutiste certifié. Je pense que c'était mon 17e saut, la toute première fois que je me suis ennuyé en sautant d'un avion, et cela a été un véritable déclic pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais vraiment grandi en tant que personne et que ce qui me limitait auparavant est devenu ma nouvelle normalité. Maintenant, j'ai une nouvelle compréhension de ce dont je suis capable, car le monde ne se passe pas dans nos salons, sur le canapé ou sur Netflix. Il est là dehors, et il récompense ceux qui sont prêts à aller le conquérir et à surmonter leur peur. Vous ne serez jamais puissant dans cette vie à moins d'avoir une chose, un esprit libre. Si nous regardons la définition socio-économique du pouvoir, c'est la capacité de contrôler les événements et les personnes. Mais voici le problème. Ce concept et cette définition sont basés sur notre cadre socio-économique, qui est centré sur l'ego, narcissique, suprématiste et tout sauf humain. Pour véritablement définir le pouvoir, nous devons prendre beaucoup de recul par rapport au système et nous voir comme des êtres spirituels dans l'univers. De nombreuses religions, philosophies à travers le monde et différentes cultures définissent le pouvoir comme la liberté de l'ego, et ainsi être en harmonie avec le flux de la nature et de l'univers. Dans le vide, il y a de la vertu,
et pas de mal. La sagesse existe, le principe existe, la voie existe, l'esprit est vide. Qu'est-ce que cela signifie? Musashi dit que lorsque nos esprits sont libérés de l'ego et des désirs matériels, nous trouvons le véritable pouvoir. Pensez à l'océan. Lorsque vous le considérez d'un point de vue égoïste et égocentrique, vous vous voyez comme une entité séparée, luttant contre l'océan et ses forces. Mais lorsque vous vous videz de votre ego et que vous pensez à l'océan, vous arrêtez de vous voir comme une simple goutte d'eau luttant contre l'océan. Vous devenez une partie de lui. C'est ainsi que je décrirai notre place dans l'univers, une partie d'un bel organisme. Mais nous ne pouvons voir cela que lorsque nous nous libérons de notre ego et voyons au-delà de l'illusion de la séparation. Il n'existe pas de frontières, pas de races différentes, pas de hiérarchie suprématiste. Ce sont tous des concepts humains. Lorsque nous regardons les êtres humains à un niveau plus profond, nous sommes tous faits des mêmes éléments chimiques, des mêmes molécules, des mêmes atomes, qui en fin de compte sont de l'énergie. L'illusion socio-économique nous fait oublier un fait fondamental. Nous ne sommes pas séparés les uns des autres, mais le système nous pousse à nous percevoir comme des entités distinctes, à nous voir comme du capital ou des ressources à exploiter pour notre propre profit. Cette illusion nous déconnecte de nous-mêmes et nous asservit pour servir ceux qui établissent les règles et dirigent le système. Ce système, dans sa forme actuelle, avec la présence de corruption, d'égoïsme et de cupidité, est une forme moderne d'esclavage. Un système créé par des êtres humains, mais qui est tout sauf humain. Agir avec humanité signifie montrer de la gentillesse, du soin et de la compassion envers les autres. Donc, même selon la logique, la définition actuelle du pouvoir n'est pas en accord avec ce que cela signifie d'être humain ou d'agir de manière humaine, et doit donc être redéfinie. Il y a un excellent livre de Robert Greene intitulé « Les 48 lois du pouvoir », qui traite du pouvoir dans le contexte socio-économique en abordant la tromperie, la manipulation et l'exploitation. Ce livre montre vraiment à quel point le pouvoir est fragile et que le pouvoir dans le contexte socio-économique n'est pas absolu, mais relatif. D'un point de vue stoïque, ce type de pouvoir est très fragile, car il repose sur des forces externes que nous ne pouvons pas toujours contrôler, ce qui, en fin de compte, fait de nous des esclaves des autres et de nos propres désirs sans fin. C'est un paradoxe. Dans la quête du pouvoir, nous devenons esclaves de nous-mêmes et de nos désirs. Selon Musashi et Fight Club, le véritable pouvoir ne consiste pas à posséder des choses de valeur, mais à devenir une personne de valeur. Il s'agit de libérer nos esprits et de raisonner avec la nature et l'univers. Le pouvoir dans le contexte du système socio-économique est relatif, alors que dans le cadre de l'univers, le pouvoir, c'est la liberté et c'est absolu. Quand j'étais jeune, je pensais que le pouvoir était quelque chose de brillant à l'horizon, quelque chose à admirer, seulement pour découvrir plus tard que les personnes les plus puissantes, les plus célèbres et les plus riches que je connais sont celles pour lesquelles j'ai le plus de peine. Elles ne sont qu'une ombre d'elles-mêmes parmi les personnes les plus misérables que je connaisse. Elles ne vivent que pour maintenir leur fausse persona dans la société et pour conserver leur statut social. Elles sont esclaves d'elles-mêmes et de leurs besoins de pouvoir, et ce n'est jamais suffisant. Il y a une citation de Ragnar Lodbrok, un personnage de la série Vikings, qui dit que le pouvoir n'est donné qu'à ceux qui sont prêts à s'abaisser pour le ramasser. Cela me rappelle une interview de Cat Williams où il parle de Hollywood et de la manière dont la célébrité et l'argent fonctionnent vraiment. Il a dit qu'il n'était pas jaloux de ces acteurs et comédiens super célèbres parce qu'ils n'ont rien qu'ils désirent. Il est très facile de réussir dans ce système si vous êtes prêt à compromettre vos valeurs et votre caractère. C'est ce que j'appelle le prix de l'intégrité. Je ne dis pas qu'il est impossible de réussir et de grimper l'échelle socio-économique avec honnêteté et intégrité, mais la vérité est que si vous vivez avec intégrité, c'est beaucoup plus difficile. À moins de vous couper complètement de la civilisation, vous en faites partie. Et le fait est que le système nécessite que chacun de nous soit esclave et adopte un état d'esprit d'esclave, car le système ne peut pas nous asservir physiquement. La forme moderne d'esclavage est mentale, puisque le système est basé sur la cupidité, l'égoïsme, le narcissisme. Il a besoin que nous adoptions ces traits. Il a besoin que les gens veuillent consommer, soient obsédés par la consommation, qu'ils aspirent à un style de vie luxueux,
qu'ils aient la plus grande maison, la plus belle voiture ou plusieurs voitures, qu'ils cherchent à gravir l'échelle économique pour être au sommet du matérialisme. Il a besoin que nous soyons matérialistes pour survivre. C'est le sang et l'énergie même qui font fonctionner le système. Même l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous soyez en bonne santé, heureux, ou que vous ayez une vie épanouie, car elle profite de votre maladie, de votre dépression et de votre malheur. En tant qu'êtres humains, je dirais que ce n'est pas que nous avons évolué, c'est la technologie qui a évolué. Nous sommes devenus accros au téléphone, aux réseaux sociaux. Pensez simplement au lancement de l'iPhone. Il n'a fallu que 10 à 15 ans pour que toute l'humanité devienne dépendante d'un appareil. Cependant, tandis que la technologie a fait d'énormes avancées, l'humanité a fait de grands pas en arrière. Jamais l'humanité n'a été aussi déconnectée de la nature, de l'univers et les uns des autres. Jamais l'humanité n'a été autant divisée, car c'est exactement ce que l'industrie et le système socio-économique ont besoin que nous soyons. Effrayés, divisés, consommateurs qui ne remettent pas en question et perpétuent ce système qui est mauvais, mauvais dès la fondation. Un système qui récompense le comportement mauvais, qui récompense l'exploitation, le narcissisme. Il ne s'agit pas de savoir comment aider les autres, comment donner du pouvoir à d'autres personnes et être en parfaite résonance avec l'univers en favorisant la croissance plutôt qu'en exploitant la nature et ses ressources pour une consommation excessive. La Terre a plus que suffisamment de ressources pour satisfaire nos besoins, mais pas notre avidité. Peu importe combien vous consommez, vous ne serez jamais heureux et satisfait. Je connais beaucoup de personnes très riches, des individus à haute valeur nette, dont beaucoup sont très malheureux. Nombreux sont ceux qui donnent toute leur vie à la poursuite de la richesse, pour découvrir qu'ils ont sacrifié les meilleures années de leur vie et sont toujours malheureux, misérables et encore esclaves du système. Toutes les choses les plus importantes, notre santé, notre famille, nos amis, la liberté, ont toujours été là, tout au long de ces années, mais nous étions trop ignorants et égoïstes pour les voir. Tout ce dont nous avons besoin pour une vie heureuse et épanouie, nous l'avons déjà, mais nous avons été asservis par nos égos, notre sentiment de droit et de matérialisme. Il est vrai que ce que vous possédez finit par vous posséder. La possession devient une obsession, et la liberté spirituelle est le véritable pouvoir. C'est à ce moment-là que nous apprécions l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les communautés dans lesquelles nous vivons, notre famille, nos amis. C'est là que l'amour devient le pouvoir ultime, la monnaie ultime avec laquelle nous transigeons. Il y a une citation magnifique que j'ai entendue dans un documentaire sur le minimalisme. « Aimez les gens et utilisez les choses, car cela ne fonctionne pas dans l'autre sens. » Et je trouve cela tellement vrai que de nombreuses religions et philosophies parlent de l'idée et du concept de minimalisme. Le système et l'industrie, ainsi que les personnes qui dirigent cette industrie, n'ont que le pouvoir et le contrôle que vous leur permettez d'avoir. Je connais tant de personnes qui gagnent des centaines de milliers de dollars et qui finissent quand même l'année à découvert parce qu'ils avaient besoin d'une plus grande montre, d'une nouvelle voiture, d'une maison plus grande. Cela ne finit jamais. Réfléchissez-y. Beaucoup de gens gagnent de l'argent pour pouvoir se permettre un style de vie, et la façon dont ils se l'offrent est par le biais de prêts. Ils réfléchissent à combien de dettes ils peuvent contracter avec l'argent qu'ils gagnent pour acheter cette maison, cette voiture. Ils ont donc toutes ces choses, mais ils ne possèdent en réalité rien, car les biens sont détenus par la banque. Si demain, ces banques leur demandaient de rembourser tout l'argent qu'elles leur ont prêté, ils ne pourraient pas le faire, car ils n'ont pas l'argent. Donc tout cela est faux, tout cela est artificiel. Même si vous pensez que ces personnes ont réussi, qu'elles sont au sommet du jeu parce que vous les voyez afficher leur richesse sur Instagram, réfléchissez-y. Ce sont en réalité des esclaves avec des avantages. En explorant les 6 leçons de vie de Miyamoto Musashi, nous plongeons dans un univers où la sagesse ancienne rencontre les défis modernes. Chaque enseignement, issu des réflexions d'un maître épéiste légendaire, nous offre des clés précieuses pour naviguer à travers les complexités de notre propre existence. Musashi nous rappelle que la véritable maîtrise de soi commence par la compréhension et la gestion de nos propres attachements. Il nous enseigne que l'adaptabilité, la discipline et la persévérance
ne sont pas seulement des vertus martiales, mais des principes fondamentaux pour réussir dans tous les aspects de la vie. En cultivant l'esprit du guerrier dans notre quotidien, nous pouvons transformer les obstacles en opportunités et les échecs en leçons de croissance. À travers ces leçons intemporelles, Musashi nous invite à embrasser la fluidité et la flexibilité, à chercher la vérité dans le calme intérieur et à marcher avec courage sur le chemin de la transformation personnelle. Que ces enseignements inspirent chacun d'entre nous à affronter nos propres batailles avec détermination, à rechercher la sagesse au-delà des apparences et à vivre avec une clarté et une intention renouvelée. Ainsi, en intégrant la sagesse de Musashi dans notre vie, nous ne devenons pas seulement des maîtres de nos propres chemins, mais aussi des architectes de notre propre destinée.